Alors, qu'est-ce que je pense de l'alliance PDCI, euh, PPACI? Bon, de ce que je sais, de ce que je vois, de ce que j'observe, le PDCI s'est engagé dans cette alliance de bonne foi, de bonne foi. Parce que le PDCI pense, de mon point de vue, à tort, que c'est de cette manière-là qu'il pourra mettre la pression sur le parti pour atteindre ses objectifs électoraux. Mais en réalité, Tidjane Thiam et Babo Laurent ont deux agendas complètement différents. Tidjane Thiam cherche les voies et moyens pour être inscrit sur la liste électorale. D'où son insistance sur la révision de la liste électorale avant la présidentielle, ce qui lui permettrait d'être éligible à nouveau. Babo Laurent, là, en réalité, si vous observez bien, ce n'est pas l'élection qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le leadership de l'opposition ivoirienne. Donc les deux combats sont différents. Les deux objectifs sont différents. Voilà. Gbagbo veut démontrer qu'il n'est pas fini. Gbagbo veut montrer à Simone Gbagbo, à Afinguessan, à Blé Goudé et autres, Madou Coulibaly et consorts, que lui, Gbagbo, il reste le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. Pour preuve, c'est lui aujourd'hui qui couru par le PDCI. Donc c'est ça son objectif. Il n'a pas d'autres objectifs. Parce qu'il ne fera rien de plus qu'il n'a fait en 2020. En 2020, il y avait la désobéissance civile. Tous les partis d'opposition étaient réunis. Gbagbo n'a pas été solidaire de la désobéissance civile. J'y étais, donc je sais de quoi je parle. On était en pleine réunion quand Asso Adou a dit à Bédier, Gbagbo m'a appelé pour me dire que si Afinguessan est le porte-parole de la désobéissance civile, le PPACI se retire. C'était devant moi. Voilà. Et donc, Bédier, qui n'y croyait pas, est allé appeler Gbagbo, et Gbagbo lui a confirmé ça. Afi a eu le soutien de Mabri Touakeuse, a eu le soutien de Madou Coulibaly, de Boni Claverie, enfin de presque tout le monde. Et comme les gens du PPACI ne voulaient pas que ce soit Afi qui soit le porte-parole, ben ils ont claqué la porte. Ils sont partis. Et si vous avez remarqué, vous avez que la désobéissance civile, il n'y a rien eu du tout à l'ouest, à Gagnoua, à Daloa, enfin, il n'y a rien eu, Dioko, il n'y a rien eu. Ça chauffait à Yamsokro, à Dibokro, à Bongwanou, à Daokro, dans les zones baoulées, les zones à Caen. Voilà. À Dabou et tout ça, mais rien du tout à l'ouest. Pourquoi? Parce que Gbagbo a mal que ce soit Afinguessan qui soit le porte-parole. Partout où il est, il veut assurer qu'il est le leader. C'est lui qu'on suit. D'ailleurs, il faut regarder son appel de Beaunois. Il fait un appel de Beaunois en demandant aux gens de se rassembler autour de sa personne. Donc, c'est un égocentrique. Un égocentrique. Voilà. Doublé d'un narcissique. Donc, le PDCI, je pense, c'est de bonne foi. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment Gbagbo. Et donc, ils feront eux-mêmes leur propre expérience. Parce que c'est pas la première fois. Hein. Je crois que c'était en 2021 déjà, lors des législatives, le FPI était en alliance avec le PDCI pour aller ensemble. Gbagbo a manœuvré, il a tout fait pour que ce soit lui et le PDCI. Voilà la réalité. Et donc, il y a déjà une alliance qui s'appelle CAP Côte d'Ivoire, qui regroupe 25 partis politiques. Ça coûtait quoi à Gbagbo de venir rejoindre cette alliance-là? Si tant est qu'il veut que l'opposition soit unie pour ensemble engager la bataille des revendications. Non, c'est pas ça son problème. C'est pas l'union de l'opposition, c'est pas l'unité de l'opposition qui l'intéresse. C'est son leadership. Et donc,
En créant cette alliance, la réalité c'est quoi? Il vise deux objectifs. Premier objectif, dire qu'il est dans le combat pour être inscrit sur la liste électorale. Et donc de cette façon-là, dans son camp, personne n'ose envisager un plan B. Parce qu'envisager un plan B, ben, tu vas être taxé de traite, de vendu, d'être au restaurant, d'être à la sorte de Ouattara, etc. Donc, tant qu'il dit, on est dans la lutte pour être inscrit, personne ne va donc oser songer à un plan B. Rappelez-vous une de ses sorties, je ne sais plus c'était quand, où il disait, être inscrit sur la liste électorale, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Et là, il a fait volte-face. Il fait volte-face parce que il voit qu'en face, le PDCI, le FPI, le COGEP et autres sont en train de structurer une opposition. Et ça lui est insupportable. Ça lui est insupportable. Et donc, il faut absolument qu'il manœuvre pour casser ça. Parce que son objectif, c'est que Afin Guessan, Blé Goudé, Simone Gbagbo et autres ne soient rien en Côte d'Ivoire. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est pas que lui devienne président, que lui soit quelque chose, qu'il redevienne quelque chose. Son objectif, sa bataille ultime, c'est comment humilier ses anciens compagnons. Comment démontrer que lui, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus aimé, et que les autres là ne pèsent en fait rien. C'est ça qui est sa bataille. S'il réussit cette bataille-là, alors ça suffit à son bonheur. Mais ce sont ses partisans qui n'ont pas compris ça. Ce sont ses partisans qui n'ont pas compris ça. Mais ils le comprendront, tout comme le PDCI le comprendra, le PDCI fera sa propre expérience sur cette affaire-là. Voilà, je le dis, je n'ai rien contre Gbagbo, mais je connais suffisamment l'homme. Voilà, je connais suffisamment l'homme. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui a la culture d'aider autrui. Si vous venez le soutenir, alors il n'y a pas de problème. Et je peux vous donner une multitude d'exemples. Lorsque le FPI était au pouvoir, qui était le maire de Gagnoa? C'était le RDR. Vous imaginez le RDR au pouvoir et le maire de Kong et FPI ou PDCI, c'est impensable. Le PDCI est au pouvoir et le maire de Daoukro sous Bédier et FPI, c'est impensable. Mais Gbagbo n'a rien fait du tout pour aider le candidat du FPI. Et c'est le RDR qui a gagné. Et c'est pareil dans pratiquement toutes les zones BT. Son propre fils était candidat à la députation à Yopougon, à la mairie à Yopougon, face à Bictogo. Vous l'avez vu, à Yopougon aller soutenir son fils de façon symbolique? Non, pas du tout. Mais moi, je me rappelle que Ouattara, tout président de la République il est, il y avait des municipales à Bobo, où son candidat, l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, comment il s'appelle déjà, Tunkara, était en difficulté. Ouattara s'est déplacé pour aller battre campagne. Parce que pour lui, Abobo était un symbole. Et donc, il était important pour lui que Abobo ne bascule pas dans l'opposition. Et donc, tout président de la République il est descendu sur le terrain pour mener cette bataille-là. Donc, voilà la réalité. Si vous venez aider Gbagbo, il n'y a pas de problème. Si vous vous mettez derrière Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais pensez que Gbagbo va mener votre combat, va mener votre bataille, vous vous trompez lourdement. Quand Gbagbo dit non, il faut qu'on libère, il faut que Soro Guillaume rentre, etc., que Soro Guillaume soit sur la liste électorale, vous croyez vraiment que c'est sincère ça? Vous croyez que c'est sincère? Franchement. Quand il dit ça et qu'il est incapable de dire ça à Blé Goudé qui est resté avec lui en cellule une dizaine d'années, vous croyez que c'est sincère? Mais bon, les Ivoiriens sont des gens extraordinaires. C'est-à-dire ils sont capables de se mentir à eux-mêmes et puis de croire en leurs mensonges. Et donc ils sont dans ce jeu de mensonges-là. Et quand on dit, ah oui, tu as la haine contre Gbagbo, mais je donne des éléments factuels. Je donne des éléments factuels. La dernière fois, je disais que j'étais directeur départemental de campagne de Gbagbo. Il y a quelqu'un qui est venu et je disais que je n'ai jamais reçu un franc de Gbagbo. Je n'ai jamais reçu un franc
d'un candidat ou d'un cadre du FPI de l'époque. Mais je n'ai jamais reçu parce que j'ai jamais demandé. J'ai jamais demandé, c'est pas dans ma nature. J'ai jamais demandé à ce qu'on me donne de l'argent pour battre campagne. J'ai jamais demandé à ce qu'on me nomme à un poste. Dans le Nzi, là, la région du Nzi où j'étais, où Dimoko était le chef-lieu de région, le directeur de campagne de Daoukro, c'était Henriette Lagou. Elle était PCA de Air Ivoire. À Bongwanou, c'était Bosson Kiriwa. Il était PCA de l'assaut des forts. À Pricro, c'était Kofi Jean. Il était PCA de la Sonitra. À Bokanda, c'était Akessi Dodo. Elle était PCA de la Sikoji. À Dimokro, c'était Jean Bounet. De 2000, fin 2004, parce qu'il devait y avoir une élection en 2005 qui a été reportée ensuite en 2010. Moi, j'ai été nommé DDC, directeur du département des campagnes, en 2004. Donc, Jean Bounet était un des rares directeurs de campagne, en tout cas le seul dans le Zik au moins, à n'avoir pas été nommé un poste. Et je n'ai pas demandé. Je n'ai jamais demandé, je ne me suis jamais plaint à quelqu'un. Voilà. J'ai fait la campagne de Gbagbo avec mes propres deniers. J'ai financé la campagne de Gbagbo avec mes propres deniers. Et si un cadre du FPI dit ce que je dis est faux, qu'il vienne me contredire. Qu'il vienne me contredire. La seule fois où j'ai reçu quelque chose, c'était à Maningé Saint-Michel. J'étais allé lui rendre visite et je partais à Dimokro. Il m'a remis 200 000 francs. Voilà, ça, je ne peux pas mentir. Il m'a remis 200 000 francs. Il m'a dit, ah, c'est pour ton carburant. Voilà. Mais en dehors de ça, aucun cadre du FPI ne m'a remis de l'argent ou quoi que ce soit. Ils sont tous là, Lida Kouassi, enfin, ils sont tous là. Voilà. S'il y a un qui dit que c'est faux, qu'il fasse cette déclaration-là. Voilà. Qu'il fasse cette déclaration, et puis il va prouver quand, comment, voilà. Mais non, je le dis en toute sincérité. C'est pas que je le regrette, parce que je n'ai pas demandé. Je suis sûr que si j'avais demandé, probablement qu'on me l'avait demandé, mais mes finances personnelles me permettaient de le faire. Voilà. J'étais directeur juridique, puis secrétaire général de l'ANARE, plus DGA de l'ANARE. J'avais plus de 3 millions par mois. Donc avec ça, je pouvais financer ça sans problème, sans être obligé d'aller me rabaisser, aller attendre dans une salle pour qu'on me donne l'argent pour aller faire ceci ou cela. Voilà, je suis un homme de conviction et quand je m'engage avec conviction. Je n'attends rien en retour. Voilà, je n'attends rien en retour. Et d'ailleurs, quand Afingessa est venu me démarcher pour aller pour être directeur de campagne de Gbagbo, il m'a pas demandé d'être FPI. Hein. Il m'a demandé d'être directeur de campagne de Gbagbo et je lui ai posé mes conditions avant d'accepter. Je lui ai posé mes conditions avant d'accepter. Et mes conditions, c'était qu'est-ce que Dimoko gagne que je sois directeur de campagne. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour Dimoko? Je lui ai dit, je voudrais qu'on électrifie des villages. Il m'a dit, ok, on va s'en occuper. Et il l'a fait. On a électrifié 27 villages. Je lui ai dit, je souhaiterais que on ait des sous-préfectures, parce que Dimoko était un chef-lieu de région, mais n'avait aucune sous-préfecture. Il dit, ok, on va s'en occuper. De moment, il a appelé Tagro Désiré, et ça a été fait. Abidjan a été érigé en sous-préfecture, Django Kolo sous-préfecture, Nofu sous-préfecture. Donc, tout ce que je demandais, ça a été fait. Il a respecté sa parole. Donc, je me suis pas engagé pour avoir en retour quelque chose. Je me suis engagé pour que Dimoko progresse. Et pour moi, c'était ça. Sinon, à Dimoko, on m'a dit, Jean Bonnet, si tu acceptes d'être directeur de campagne de Gbagbo, on va dire que tu es FPI, tu ne seras plus jamais élu dans ce département qui est PDCI. Mais je lui ai dit, c'est pas grave. Si moi, je ne suis pas élu, mais que à Dimokro, les gens ont des sous-préfectures, les gens ont l'électricité, les gens ont du travail, parce que je veux battre pour que UTEXI, moi, ça suffit à mon bonheur. Parce que moi, j'ai déjà un travail, j'ai un salaire confortable. Donc, c'est pas ça qui est important. Vous voyez. Donc, cette alliance-là, c'est une alliance de dupes. Mais laissons chacun faire son expérience et puis on en reparlera. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Si Gbagbo veut utiliser Soro Diop pour renverser M. Alassane Ouattara, mais
Soro Guillaume, je ne sais pas vous donner un pouvoir extraordinaire à Soro Guillaume. Soro Guillaume se cherche, il est en train de vagabonder dans le AS comme un juif errant, et on pense que lui là, il peut faire quoi? Il peut rien faire du tout. On a mis tous ces gars en prison, il a fait quoi? On a mis tous ces gars en prison, il a fait quoi? Rien du tout. Les gens n'ont pas pris les armes pour Soro Guillaume. C'est ceux qui disaient qu'ils ont pris les armes là. Ils n'ont pas dit que c'était pour Soro Guillaume. Hein? Donc ne lui donnez pas ce pouvoir qu'il n'a pas. Voilà, ça fait pratiquement 10 ans qu'il est en train d'errer dans la nature. Donc, si Gbagbo veut utiliser Soro Guillaume pour faire un coup d'État, ça c'est encore des plans de TikTok, ça. Voilà, j'appelle ça des stratégies TikTok. Concernant le plan B des partis politiques, Kader Bado. Bon, de quel parti politique tu penses? Si tu penses du PPACI, au PPACI, il n'y aura pas de plan B. Ils auraient pu avoir un bon plan B en la personne de Awa Domelo. Mais Awa Domelo a deux, je dirais, deux handicaps. Le premier, c'est qu'il n'est pas de l'Ouest BT. Et ça, c'est une réalité. S'il était là-bas, je pense que ça changerait peut-être quelque chose. Mais il n'est pas de l'Ouest BT. Et d'ailleurs, moi je me rappelle, au plus haut de la crise entre le FPI, au sein du FPI, entre Gbagbo et Afi, qu'est-ce que les gens disaient? Donnez la chose de Gbagbo. Le FPI, c'est la chose de Gbagbo. C'est pas un parti politique, c'est la chose de Gbagbo. Il y en a même qui nous disaient, mais le PDCI, c'est pour les Baoulés, le RDS, c'est pour les Djoula, le FPI, c'est pour les BT. Donc, donnez la chose de Gbagbo, comme si un parti politique. Et donc, nous, qui étions les Baoulés et qui allons travailler là-bas, on allait travailler comme des esclaves, comme des manœuvres dans la chose des BT. C'est ce qu'on nous disait. Voilà, c'est ce qu'on nous disait. Vous voyez? Donc, Domelo a cet handicap-là. Et le deuxième handicap qu'il a, c'est que Gbagbo l'a jamais aimé. Voilà la réalité. Gbagbo n'a jamais aimé Domelo. Vous savez, Domelo avait quitté le FPI, il est allé créer Renaissance. C'est Afi N'Guessan qui a ramené Domelo au FPI. Et qu'il a fait nommer, quand il était Premier ministre, DG du MED. Gbagbo n'en voulait pas. Gbagbo n'en voulait absolument pas. Donc Gbagbo n'a jamais fait confiance à Domelo. Pourquoi? Et ça, je tiens ça de Brigitte Kyo. Elle m'a dit que Gbagbo n'aime pas les gens brillants. Gbagbo se méfie des gens brillants. Et tous ceux qui sont brillants ont toujours des problèmes avec Gbagbo. Que ce soit Afi N'Guessan, que ce soit Domelo, que ce soit Madou Coulibaly. Gbagbo n'aime pas les gens brillants parce qu'il pense que les gens brillants peuvent lui faire de l'ombre. Voilà la réalité. Donc, faut pas compter sur Soro pour quoi que ce soit. S'il devait faire quelque chose, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Donc, voilà, ça, c'est des stratèges de TikTok qui peuvent penser à des choses comme ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est hyper sécurisée. La Côte d'Ivoire est hyper sécurisée. Vous pouvez même pas imaginer le niveau de sécurité qu'il y a dans ce pays. Rien qu'à Abidjan, vous avez près de 20 000 caméras. Rien qu'à Abidjan. Voilà. Je ne sais pas exactement le chiffre. Peut-être moins, mais en tout cas, il y a Abidjan est clairsemé de caméras. Et ils ont commencé à mettre des caméras partout, à l'intérieur. Il y a des caméras dans des coins stratégiques des frontières. Il y a des drones, il y a des satellites, il y a des... Enfin, je sais pas. Il y a une collaboration avec les États-Unis, avec la France, avec des renseignements étrangers. Vraiment, pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, il faudra vraiment sortir la grosse stratégie, quoi. Voilà. Donc, faut pas compter sur ça. Voilà. Et s'il doit y avoir une alternance, il faut plutôt jouer sur les failles de ce régime-là. Il faut jouer sur les failles de ce régime. Et les failles existent, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Quand Chi Patrick faisait son discours à Ebempe, il a parlé par exemple du capital humain. Moi, j'estime que le RHDP ne valorise pas le capital humain en Côte d'Ivoire. Je ne valorise pas. Moi, je suis choqué quand je vois qu'il y a des écoles, des universités, des centres de formation
qui cumulent 2 ans, 3 ans d'impayés de bourses, des bourses de 30 000, 35 000 francs, et que l'opposition n'en parle pas, je me dis, mais attends, ce qui est plus important pour eux, c'est qu'on mette telle personne sur la liste, qu'on fasse la révision de la liste électorale, qu'on fasse le parrainage de la façon dont ils voudraient. Mais les questions des bourses, là, ça intéresse des milliers d'étudiants. Et c'est ça le capital humain. Mais vous n'en parlez pas. On dit on a investi dans des infrastructures. Ok, c'est vrai. Mais vous avez des étudiants qui ne peuvent pas payer leur manuel scolaire, qui ne peuvent pas payer leurs frais académiques, parce qu'ils n'ont pas les bourses, tout simplement. Vous n'en parlez pas. On a construit des centres de santé. Oui, c'est vrai, on a construit des centres de santé. On a construit des CHU. On a construit des hôpitaux généraux. Mais vous y allez, dans certains, il n'y a pas de médicaments. Même médecin sparadrap, il n'y en a pas. On vous dira, allez à la pharmacie de l'hôpital pour acheter, et vous allez à la pharmacie de l'hôpital, vous n'en trouvez pas. On vous dira, allez à la pharmacie de la ville. Donc voilà, je donne ces sujets, ces exemples. Voilà autant de sujets que l'opposition peut critiquer. Mais on a l'impression que vous êtes complètement déconnecté de la réalité des Ivoiriens. Tout ce qui vous intéresse, c'est comment être sur la liste électorale, comment réviser la CEI, comment faire le parrainage, etc., etc. Mais ça, c'est loin des préoccupations des Ivoiriens. C'est loin des préoccupations des Ivoiriens. Vous avez des quartiers. Moi, en tant que président de FIER, je vois les dénonciations. Vous avez des quartiers entiers qui n'ont pas de l'eau depuis des mois. Depuis des mois. Je ne dis pas depuis 2 ou 3 jours. Depuis des mois, ils n'ont pas d'eau. Mais ça, quel politicien en parle? Quel politicien en parle? Donc, contrairement à ce que le RHDP dit, son bilan n'est pas inattaquable. Son bilan est attaquable. Sauf qu'en face, l'opposition est préoccupée par des considérations qui sont loin, très loin des préoccupations du peuple. Voilà la réalité. Ange Diela. Oui, la cherté de la vie, c'est une réalité. Donc, je conçois que beaucoup a été fait dans les infrastructures, notamment des infrastructures au niveau santé. Mais tout ne peut pas rester au niveau des infrastructures. Il faut le capital humain pour diriger, pour gérer ces infrastructures. Vous prenez les routes. On a fait de nombreuses routes, mais ces routes-là se dégradent tous les 3 mois. Tous les 6 mois, il faut réinvestir dans ces routes-là. J'ai fait un post sur ça, sur l'autoroute. Comment vous pouvez... Attendez, une route là, quand on fait une route, c'est minimum pour 10 ans. Mais dans les normes, c'est 20 ans. Mais les entreprises qui font les routes ne sont pas tenues de fournir une garantie décennale, c'est-à-dire une garantie d'au moins 10 ans, ne serait-ce que pour un bâtiment. Là, je ne parle pas de superstructure, je parle d'infrastructure. Dès l'instant où la commune, le département, la région, l'État a réceptionné l'ouvrage, donc ce qu'on appelle la réception définitive, l'entreprise a eu son chèque, c'est fini. Elle n'a plus d'obligation. Parce qu'on fait 2 réceptions, on fait la réception provisoire, mais une route, la réception provisoire, entre la réception provisoire et la réception définitive, il peut se passer 2 mois, 3 mois maximum. Vous allez voir quoi abîmer une route en 2 ou 3 mois. Ça survient 6 mois après, 1 an après. Mais là, l'entreprise a déjà touché son chèque, ils sont partis. Et donc, il va falloir encore puiser dans les caisses de l'État pour aller refaire la même route. Alors que l'entreprise qui a mal travaillé, elle est là, on entend lui donner encore un autre marché. C'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi ne pas simplement amender le code des marchés publics pour qu'une entreprise qui réalise une route soit administrativement, civilement et même pénalement responsable? Parce que quand vous avez des gros trous dans une route et qu'une voiture qui roule à une vitesse légale vient s'engouffrer dedans et a son pneu qui éclate et qui commet un accident, qui est responsable? Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire. En France, ce serait l'État de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais en France, ce serait l'État de Côte d'Ivoire. Pour faute lourde ou faute grave. Parce que l'État doit entretenir les routes. Et même quand il y a des trous, ce n'est pas signalisé. Il n'y a pas de signalisation. Donc, si vous rentrez dedans, c'est pour vos propres... C'est pas normal. Voilà les choses dont les partis politiques devraient se saisir, en parler pour montrer qu'ils sont
proche du peuple. Au lieu de ça, non, 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 non. Le parrainage est trop compliqué, le parrainage ceci, le parrainage cela, non, pourquoi lui là n'est pas ici, pourquoi lui il est là, etc. Oui, ok, c'est bien pour les partis politiques, mais c'est pas de ça que le peuple a besoin. Le peuple a besoin qu'on se sente proche de lui, qu'on sache quels sont les mots qu'il assaille. Voilà ce dont il a besoin. Il a besoin de symbolique et de symboles. Mais on ne voit pas ça. Donc, tout ce qui intéresse les politiciens, c'est le politico-politicien. Donc, le bilan du RHDP n'est pas inattaquable. Mais on a une opposition qui est aveuglée, qui est mue pour certains par la haine, pour d'autres par un manque de vision, et enfin pour les plus nombreux par une incompétence politique avérée. Et donc face à ça, vous avez un RHDP qui, je dirais, qui rigole. J'ai lu un journal L'Avenir qui disait, mais Gbagbo Laurent, directeur de campagne de Gbagbo, de Ouattara, mais c'est une réalité. Le meilleur directeur de campagne de Ouattara, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Il a la culture de la musaille, mais il n'a pas la culture du travail. Donc, il va faire une réunion, il va faire rire les gens, liquide double, etc. Et tout ce qu'on retiendra, c'est qu'il a dit liquide double, mais bon, en termes programmatiques, zéro. Zéro. Voilà. Donc, on ne peut pas rester dans la culture de la musaille éternellement. Un pays ne se construit pas de cette façon-là. Voilà. Je critique le bilan de Ouattara, mais force est de constater qu'il a fait des choses. C'est perfectible, mais il a fait des choses. Alors, venez pas me parler de, oui, la guerre, ceci, cela, la guerre nous empêchait, mais quand on est incompétent, on trouve toujours des boucs émissaires. Parce que la guerre, la rébellion, ça tombe pas du ciel comme la pluie. Même la pluie, encore aujourd'hui, les météorologues sont capables de prévoir qu'il y a la pluie qui va tomber. Donc, ça, c'est un argument pour incompétent. Voilà. Quand on est incompétent, évidemment, on n'est pas capable de mater une rébellion. On n'est pas capable d'anticiper sur les faits et gestes d'une rébellion. Et on prend ça comme argutie pour justifier son incompétence politique. Bon, bref, si vous avez d'autres questions. Que penses-tu du candidat Afi? Tout le monde sait ce que je pense d'Afi N'Guessan. C'est un monsieur très très brillant. Un monsieur très brillant. Mais bon, pour des raisons qui lui sont personnelles, il n'arrive pas à s'émanciper de Gbagbo. Voilà. Il pense forcément qu'il doit s'entendre avec Gbagbo, il doit marcher dans les sillons de Gbagbo. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi. C'est tellement une chose. Et pourtant, il est plus compétent que Gbagbo. Est-ce que vous imaginez un débat entre Afi et Gbagbo? C'est impossible. Il n'y a qu'à voir Gbagbo. Je vais créer une banque et la banque va servir quoi? Ben, ça va ressembler à une banque. Voilà. Ouais, monsieur Gbagbo, pour quelle raison nous devons, nous jeunes, te voter? Ben, personne ne vous oblige à me voter. Vous allez construire quoi avec ça? Vous allez aller où avec ça? Mais allez regarder, je vais poster après quelques interventions d'Afi N'Guessan. Tu peux ne pas être d'accord avec la personne. Pour X raisons, pour des questions politiciennes. Mais tu ne peux pas nier sa compétence technique. Transversale sur tous les dossiers. Après, peut-être qu'il fait les mauvais choix politiques qui font qu'il n'arrive pas à décoller. Mais ce que je pense à Afi N'Guessan, c'est que c'est un monsieur qui est brillant. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens brillants. Et d'ailleurs, j'ai demandé une fois à Don Melo, pourquoi de tous les cadres qui sont autour de Gbagbo, à l'époque quand vous étiez dans l'opposition, c'est toujours Afi N'Guessan que Gbagbo mettait devant. Il m'a dit, mais parce que c'était le plus brillant d'entre nous. Dans l'opposition, en 1995, je crois, oui, 1995, Afi N'Guessan était le directeur de cabinet de Gbagbo dans l'opposition. En 2000, Afi N'Guessan était le directeur national de campagne de Gbagbo dans l'opposition. Et il a gagné, il a fait gagner Gbagbo. En 2001, Afi N'Guessan était le premier ministre de Gbagbo. Mais où étaient les Don Melo? Où étaient les Madou Coulibaly? Où étaient les Sangaré? Où était ceci, où était cela? Pour que ce soit Afi N'Guessan qui soit toujours le premier devant. Simplement parce qu'il était brillant. Donc, quand bien même Gbagbo ne l'aimait pas,
mais il ne pouvait pas se contenter, se passer de sa compétence. Voilà. Le programme de gouvernement du FPI, c'est Afin Guessan qui l'a rédigé, qui l'a façonné. En 2010, Afin Guessan était le président du comité des experts qui a rédigé le programme. Moi-même, j'étais là-bas dans la commission infrastructure avec Désiré Dallot, avec l'ex-DG du port, là, comment il s'appelle, Marcel Gossiot et autres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui est ouvert également. Voilà, que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure, qui va vous rappeler, vraiment quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien. Donc ça, je peux pas gâter son nom. En tout cas, je l'admire beaucoup pour ça. Mais bon, pourquoi il est si attaché à Gbagbo, qui ne lui apporte rien, d'ailleurs qui ne lui témoigne aucune reconnaissance? Bon, ça, c'est lui qui pourra répondre. Que pensez-vous de M. Assalé Timoko? J'ai déjà dit, c'est bon. je peux pas ne pas reprendre cette question parce qu'on va dire que je suis contre lui. Voilà, on va dire que je suis contre lui, je suis jaloux, etc. Mais j'ai eu à décortiquer son programme d'éducation sur l'éducation. Il y avait trop de failles. Il y avait trop de failles. Un programme de gouvernement, ça ne se rédige pas comme ça à la va-vite. On ne prend pas n'importe qui pour rédiger un programme de gouvernement. C'est un chantier. Ça se rédige sur des années. Ensuite, il a fait un autre. Oui, le deuxième, c'était sur l'éducation. Justement, pour échapper à la critique, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Extrait. La première fois, il n'a pas mis extrait. Il a fait le programme complet que j'ai déconstruit. Mais avec des arguments objectifs. Le deuxième, pour ne pas le critiquer, qu'est-ce qu'il a, la pirouette qu'il a trouvée, c'est de mettre extrait. Et donc, quand tu critiques, non, on n'a pas mis le plus, c'est juste un extrait. C'est pas très élégant. Mais dans tous les cas, tôt ou tard, ils vont être obligés de publier leur programme. Et puis, on va analyser. Si c'est bon, je dirais que c'est bon. Si c'est bon, je dirais que c'est bon. Mais quand j'ai lu son programme, j'ai trouvé beaucoup de carences. Par exemple, si je suis élu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais dans un État, là, il y a ce qui est des prérogatives du chef de l'État. Il peut prendre des ordonnances ou il peut prendre des décrets. Mais il y a ce qui est des prérogatives de la Constitution, de la loi, où ce sont les députés qui vont décider. C'est pas le président, même s'il le veut. Et tu sais même pas si tu auras la majorité à l'Assemblée nationale. Donc quand c'est comme ça, tu te dis, si je suis président, je vais proposer à l'Assemblée nationale tel projet de loi pour que on change ceci, on change cela. On ne dit pas, je vais faire ceci, je vais faire ça, parce que c'est pas de ta compétence. Et lui, les députés, il le sait très bien. Je lui ai fait ces genres d'observation là. Mais quand je fais ça, c'est pas parce que je vais être condescendant, c'est pour l'aider à mieux rédiger. Et là, je vois qu'il ne publie plus. Donc, j'espère qu'il va prendre ce temps-là pour bien rédiger son programme, de sorte que si on doit avoir des discussions techniques, on aura des discussions techniques, parce qu'à FIER, on a des économistes, on a des financiers, on a tout, des ingénieurs, des juristes, des avocats, ils sont nombreux. C'est vrai que c'est moi qu'on voit, mais ils sont nombreux, donc ils peuvent décortiquer ces choses-là. La fonction présidentielle, c'est pas une fonction municipale. La fonction présidentielle, c'est pas une fonction municipale. Voilà, on ne confie pas un État comme ça à quelqu'un. Voilà, c'est parce que on estime que il est le meilleur de nous tous, qu'il a proposé quelque chose de clair. On ne va pas élire quelqu'un par dépit amoureux. On ne va pas élire quelqu'un par vengeance, par rancune, par rancœur. Le vote ne doit pas être un vote sanction, ça doit être un vote d'adhésion. Ah oui, lui là. Oh, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont fait de bonnes études, hein. Ils ne parlent pas. De très très bonnes études qui sont hyper compétents. Mais c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Or, on a tellement galvaudé la fonction présidentielle, la fonction ministérielle, les hauts postes au sommet de l'État, qu'aujourd'hui, tout le monde pense que son heure est arrivée pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est triste qu'on en soit là. C'est triste qu'on en soit là. Mais bon, on dit les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Que pensez-vous du candidat Vincent Tobi? Je l'ai déjà dit, Vincent Tobi, c'est quelqu'un qui, personnellement, m'inspire confiance.
a fait de bonnes études. Il a fait de bonnes études. Il a eu à diriger la préfecture d'Abidjan. C'est pas une mince affaire. C'est la plus grande préfecture de Côte d'Ivoire. Il a dirigé, il a laissé ses marques. Je le suis sur Facebook. Il dit des choses intéressantes. Mais au-delà, il dit des choses intelligentes. Voilà. Et il n'est pas dans le populisme. Voilà, il n'est pas dans le populisme. Ah oui, bon, tous les Ivoiriens disent la vie chère. Donc moi, j'ai une baguette magique, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de vie chère. Voilà, tous les Ivoiriens disent ceci, cela. Donc moi, si je suis là, c'est-à-dire moi, dès l'instant où quelqu'un dit Yaka, 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 Yaka là, c'est le signe qu'il est incompétent. Parce que quelqu'un d'incompétent ne dit jamais Yaka. Il cherche à savoir quelles sont les difficultés. Et puis, tu fais un programme, Charles Timoko dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais comment tu chiffres ça? Où tu prends cet argent? Tu dis, moi, si je suis président de la République, pendant 3 ans, on va suspendre la vente des terrains. Est-ce que c'est sérieux? La propriété, là, la propriété foncière, là, c'est un droit constitutionnel. Donc, c'est pas par ordonnance ou par décret que tu peux suspendre ça pendant 3 ans. Moi, j'ai mon terrain, on me dit non, pendant 3 ans, tu ne peux pas vendre ton terrain. Parce qu'on va faire un audit. On va faire un audit sur toutes les ventes immobilières. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les conflits fonciers représentent à peine 1% des conflits dans les tribunaux. 1% dans les tribunaux. Mais on dit, on va suspendre pendant 3 ans. Pendant 3 ans, si moi j'ai besoin de vendre mon terrain, parce que je veux prendre mon argent pour faire une autre affaire, je veux prendre mon argent pour acheter un terrain en France, je fais quoi? Parce que quelqu'un a décidé que lui, pendant 3 ans, je sais pas, mais c'est complètement irréaliste. Ça va à l'encontre de toutes les lois, de la Constitution. Je crois que c'est l'article 19, je crois, ou 12, je sais plus. Ça va à l'encontre du principe de la libre circulation des biens et des personnes, qui est un engagement au niveau communautaire. Vous voyez? Donc, il ne faut pas dire des choses juste pour faire plaisir à la masse. La masse aime ça. Parce que dans la masse, il y a beaucoup d'incultes. Ils n'ont pas le niveau. Donc, il suffit qu'on leur dise des choses. Ah oui, bon, écoutez, la Côte d'Ivoire, là, il y a trop d'étrangers. Moi, maintenant, si je viens, la Côte d'Ivoire sera au centre. Les Ivoiriens seront au centre. J'appelle ça un discours populiste. Toutes les études s'accordent à dire qu'en Côte d'Ivoire, on a près de 26% d'étrangers. 26%, ça, c'est ce qui est officiel. Mais je suis sûr que officieusement, c'est beaucoup plus. Quand tu dis ça, que moi, les Ivoiriens auront plus de droits que les étrangers en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu sors de l'UEMOA, ça veut dire que tu sors de la CEDEAO. Parce que si tu n'es pas ça, c'est pas possible d'appliquer ça. Parce que ce sont les engagements communautaires de la Côte d'Ivoire, donc qui sont au-delà même de la Constitution. Mais est-ce que tu dis ça aux gens, que si toi tu arrives, tu vas sortir comme l'AES l'a fait? Donc, il ne faut pas s'amuser avec l'intelligence des Ivoiriens. Il faut pas. Moi, je suis prêt à tout débat en direct sur ces questions-là. Ce sont des sujets qui sont tellement importants que faire du populisme dessus pour gagner des miettes, ça m'exaspère. Voilà. Moi, je veux voir des gens engager des débats sérieux, des débats de haut niveau intellectuel, avec des chiffres. Voilà. Quand tu dis je suspends la vente des terrains en Côte d'Ivoire pendant 3 ans, est-ce que tu sais ce que tu fais perdre à l'État en termes de taxes foncières? Parce que quand tu vends un terrain là, il y a des frais de mutation. Ce sont des milliards. Bon, ok, quand tu suspends ça, qu'il n'y a plus ces frais de mutation là, on fait comment? Comment tu bouges ces trous-là? Parce que c'est cet argent-là qu'on prend pour faire des routes, pour faire des ponts, pour faire des écoles, etc. Comment on fait? Quand tu dis pendant 3 ans, on ne vend pas de terrain, on suspend. Les notaires, c'est une grande partie de leur activité. Les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire ceux qui construisent les maisons pour les vendre, c'est une grande partie de leur activité. Comment ils font? Ils vont s'asseoir à la maison pour attendre la fin des 3 ans s'ils ne peuvent plus vendre de maison. Donc, il faut faire des propositions sérieuses. Il ne faut pas dire des choses juste pour flatter les gens et alors qu'on ne peut pas les appliquer. Voilà. Sinon, au demeurant, c'est un garçon qui est très sympa. Je suis allé à Tia Salé, je l'ai rencontré. J'ai même soutenu l'un de ses meetings où j'ai parlé en public. Mais je veux qu'il travaille davantage son projet, ses tests et qu'il sorte du populisme. Voilà. Qu'il fasse des choses
chiffré. Voilà, le premier critère de crédibilité d'un programme, c'est son évaluation financière. Où tu trouves l'argent pour financer ça? Premièrement, est-ce que tu vas augmenter les impôts? Si oui, de combien? Et tu vas augmenter les impôts sur quoi? Pour que ceux-là qui te votent là, ils sachent ça. Et quand tu augmentes là, ça représente une enveloppe de combien? Et donc, cette enveloppe-là va suffire à financer ce programme-là sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si ce n'est pas une augmentation des impôts, alors ça va être un prêt. Donc, tu vas t'endetter. Cette dette-là, c'est sur combien d'années? Tu rembourses à combien? Etc. Donc, c'est ça qui est important. Sinon, si tu n'es pas capable de dire ça, mais tout le monde peut faire un programme de gouvernement. Je viens, je dis, bon, moi, si je suis président de la République, je vais faire un train pour relier Abidjan à Yamoussoukro. Comme ça, bon, les gens de Yamoussoukro, comme les loyers sont pas chers là-bas, peuvent venir travailler à Abidjan et puis bon, le soir, ils reprennent le train pour travailler. Ok, je peux dire ça. Mais je finance ça comment? Je finance ça comment? Ok, supposons que je prenne un emprunt bancaire. Ok, mais au niveau du budget, je fais comment pour rembourser à chaque année? Donc, c'est ça qui est important. Il ne faut pas juste avancer des idées et dire que ça, c'est un programme de gouvernement. Non. Moi, j'ai travaillé sur le programme de gouvernement du FPI en 2010, en 2015, en 2020. Donc, j'ai 3 années de programme de gouvernement sur lesquels j'ai travaillé avec une équipe d'experts. Donc, quand je le dis, c'est parce que ça doit être quelque chose de sérieux. Sinon, on aura un chapelet de propos démagogiques. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est pas sérieux. Voilà. Alors, ça défile très vite, donc s'il vous plaît, il faut reposer plusieurs fois les questions pour que je puisse tomber sur votre question. Alors, qu'est-ce que vous pensez du bilan de Ado et de sa future candidature? Alors, en ce qui concerne le bilan, je l'ai déjà dit, au niveau des infrastructures, beaucoup a été fait, notamment au niveau des infrastructures de santé, au niveau des infrastructures éducatives, les universités, au niveau des infrastructures routières. Donc, au niveau des infrastructures, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais ce qui manque, c'est la valorisation du capital humain. C'est ça qui manque. Or, on est arrivé à un stade où, d'abord, parce qu'on a un capital humain bien formé, on doit être capable de transformer un certain nombre de productions, de produits chez nous sur place. On ne doit plus être obligé d'importer un certain nombre de trucs. Mais, regardez nos ingénieurs en Côte d'Ivoire. Des ingénieurs de conception, mais ils conçoivent quoi? À l'université, vous avez des chercheurs, mais ils cherchent, ils trouvent quoi? Ils trouvent quoi, nos chercheurs? Pas parce qu'ils sont plus bêtes qu'ailleurs, mais quel est le budget de la recherche en Côte d'Ivoire? C'est même pas 1% du PIB. Donc, nous sommes réduits à être des consommateurs du fruit de la recherche des autres. Voilà. On va utiliser un téléphone, on est content d'utiliser ce téléphone-là, mais il a fallu que certains fassent ce qu'on appelle la recherche fondamentale pour pouvoir découvrir ça. Mais la recherche fondamentale, ça coûte cher. Mais comme nous, on ne veut pas investir dans la recherche fondamentale, on veut investir dans les infrastructures, parce que c'est ce qui est visible tout de suite. Ça fait qu'on est des éternels consommateurs du fruit de la recherche des autres. Et je regrette que le président Ouattara n'ait pas investi autant dans le capital humain que dans les infrastructures. S'il avait fait ça, je vous assure que on serait la première puissance économique de l'Afrique. Pas de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique. C'est indéniable. Parce qu'on a le potentiel. Mais le potentiel, il faut le valoriser. C'est ça le problème. On ne le valorise pas. Et donc, vous avez des gens qui sont obligés de s'exiler pour aller briller ailleurs. Et c'est dommage. Vous prenez un gars comme Thiam. Si vous pensez que Thiam était resté en Côte d'Ivoire, il aurait fait les études qu'il a faites, il aurait dirigé les grands groupes qu'il a fait. Non. Non. Et pourtant, vous avez des Ivoiriens comme ça. Le PDG de Enseigne Young, c'est un Ivoirien. C'est une entreprise mondiale.
Ils sont nombreux comme ça, des gens compétents. Mais ils sont obligés d'aller ailleurs parce qu'on ne valorise pas suffisamment le capital humain. Regardez nos émissions télé. Vous avez peut-être 1% d'émissions éducatives, que ce soit sur les chaînes privées ou sur les chaînes publiques. On est dans la culture de l'amusement. L'amusement. Tous les jours, on crée un nouveau concept de danse, un nouveau concept de ceci, de cela. C'est tout ce qu'on sait faire. Mais ceux qui veulent créer, est-ce qu'il y a un concours des créateurs en Côte d'Ivoire? J'ai rien contre Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire des super lots, tant mieux, il faut célébrer la beauté. Mais j'aurais souhaité que l'État fasse également la même chose pour les créateurs et qu'on les accompagne dans leur création. Que les startups soient au cœur de notre développement. Qu'on ait enfin de vrais champions nationaux. On a des gens qui ont le potentiel. Il y en a qui s'en sortent bien, comme les Bion, les Diabou, etc. Mais vous avez des gens comme Alain Quadio, qui est un pur produit de l'économie ivoirienne. Qui, avec, je suis sûr, avec un coup de pouce, pourrait rivaliser avec de grands groupes. On a connu des gens comme Kader Goré, comme Kwao Nyamouti, etc. On a des gens en Côte d'Ivoire qui ont le potentiel, qui ont la culture entrepreneuriale. Mais après, il faut que l'État les accompagne. Voilà. Après, on dit non, ce sont les étrangers, mais il n'y a aucune disposition en Côte d'Ivoire qui interdit aux Ivoiriens d'investir dans un quelconque secteur. Mais comme nous-mêmes, on ne fait pas confiance à notre économie et qu'on n'épargne pas, on peut mettre l'argent à l'étranger. Les étrangers qui, eux, font confiance à notre économie et qui sont capables de prendre des risques, viennent investir en Côte d'Ivoire. Et ça encore, on se plaint pour dire non, l'économie ivoirienne n'est pas entre les mains des Ivoiriens. Mais qui empêche les Ivoiriens d'investir? Personne n'empêche les Ivoiriens d'investir. Mais ça, c'est une culture qu'on a eue depuis Houphouët-Boigny. Avant, moi, je me rappelle quand on était petit, dans nos marchés, c'était qui? C'était les Ghanéens, c'était les femmes en Nango. Il y avait très peu d'Ivoiriens qui faisaient du commerce. Ensuite, les Libanais, les Syriens, les Marocains, etc. Très peu d'Ivoiriens. Les Ivoiriens voulaient être médecins, voulaient être avocats, voulaient être juristes, voulaient être professeurs, etc. Mais personne ne voulait faire du commerce. Donc, on a laissé ça aux choses. C'est pas la faute à Ouattara ou à Bédier ou quoi que ce soit. C'est notre faute à nous tous. Voilà. On n'a pas la culture. Heureusement que, bon, ce qu'on appelle de façon triviale, les djoulas sont là. Parce que s'il n'y avait pas les djoulas, je pense que c'est 99% de l'économie qui serait entre les mains des étrangers. Mais comme ce qu'on appelle les djoulas, ils ont la culture du commerce. Moi, je vois dans nos villages où il n'y a pas de boutique. C'est des djoulas, comme on dit là, qui avec des barriques, des seaux, des valises, se baladent pour aller vendre des vêtements, aller vendre des ceintures, aller vendre des torches, des choses comme ça. Voilà, voilà la réalité. Voilà. Bon, donc, bref, ce bilan-là, il est très bon, mais il est attaquable principalement sur la question de la valorisation des ressources humaines. Voilà. Et il n'en a pas fait une priorité, et ça, c'est dommage. C'est passé, je vois. Le projet du train urbain. Le projet du train urbain est un très bon projet. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé quand j'étais au Bénet, déjà. Et au Bénet, on voulait faire un train urbain, c'est-à-dire que on utilisait les rails qui étaient déjà là et on faisait circuler un train sur ces rails-là entre Agnama et Port-Boué. Voilà. Il n'y avait pas une construction de voies ferrées. Non, c'était ce qui était là. Et on utilisait les gares de train qui étaient là. Mais le nouveau projet, c'est complètement différent. D'abord, on revient au système métrique, qui est la norme. Et puis, il y a un nouveau pont qui est construit pour faire passer le train sur la lagune. Je crois qu'il y a 27 stations. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on avait initialement prévu. C'est un très bon projet qui va désengorger Abidjan, qui va réduire les embouteillages. Surtout quand la deuxième phase du Yopougon-Benjeville sera réalisée, ça va être superbe. Ça va être superbe. En tout cas, j'ai travaillé sur ce projet, c'est un très bon projet. Mon fils a participé... Ah, c'est déjà passé. La solution à la corruption en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a une solution, mais déjà, il faut une volonté politique.
Or, clairement, cette volonté politique n'existe pas. Si vous prenez le président d'une institution comme la haute autorité de la bonne gouvernance, qui lui-même est un cadre du parti au pouvoir, qui lui-même est président d'un conseil régional, il est difficile qu'il puisse s'auto-censurer. Voilà. De la même manière qu'on a un président de la CEI qui est dit indépendant, si on veut vraiment lutter contre la corruption, il faut avoir une autorité chargée de la lutte contre la corruption qui soit vraiment autonome et indépendante des partis politiques. Voilà. Sinon, cette autorité-là existait. Quand il y a eu des scandales de l'ARTCI, du fer, du café cacao et j'en passe. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? D'abord, elle n'a aucun pouvoir juridictionnel. Donc, voilà. Donc, la première chose, il faut aujourd'hui une autorité indépendante. Il faut que cette autorité-là ait un pouvoir juridictionnel. Voilà. Mais c'est pas le cas actuellement. Donc, c'est une autorité qui est quand même assez limitée. Bon. Que pensez-vous de la sortie du sieur Boga Sako? Il a fait plusieurs sorties, lesquelles par exemple? De toute façon, moi personnellement, Boga Sako, je ne le considère pas comme quelqu'un de la société civile. Voilà, je le considère comme un homme de gauche, comme l'appendice du PPACI. De toute façon, il était membre fondateur d'EDS. EDS, c'était un parti politique. Donc il est dans son rôle. Le nez de Yopougon, dites-lui bonjour pour nous. Oh, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vous ai déjà dit que je considère même que c'est une faute d'avoir répondu à celui-là parce que on joue pas dans la même division. Voilà, on joue pas dans la même division. On n'est pas du tout dans la même corporation. Voilà, c'est pas le même level comme disent les gens. Voilà. La seule chose que je veux dire pour que les gens comprennent bien pourquoi je suis finalement revenu sur cette affaire-là, c'est simplement que j'ai reçu beaucoup de messages inbox. On dit que tu sors avec Doxy Yao. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai croisé une fois, j'étais à Sokosé. Elle passait avec un de mes petits. Elle m'a dit, monsieur Bonnet, oui, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Je dis oui, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai mis la photo sur ma page. C'est moi-même. C'est pas quelqu'un qui nous a surpris dans un hôtel ou quoi que ce soit. Moi-même, j'ai mis la photo sur ma page. On dit, tu sors avec Doxy Yao. Il y a des conneries comme ça. Et non, c'était pas la première fois. La première fois, elle était venue chez moi avec un ami, Bertin Yao. Elle voulait faire un clip et j'avais une société de communication. Et elle était venue donc négocier pour que je puisse faire son clip. Voilà, c'est là que j'avais fait les photos et que j'ai mis. Voilà. Mais à part ça, j'ai pas de ces nouvelles. Je sais pas ce qu'elle fait, quoi que ce soit. Donc, quand quelqu'un va raconter des conneries comme ça, si tu ne réponds pas, on va croire que c'est vrai. Donc, j'ai pas voulu accorder plus d'intérêt à ça. Mais les gens m'ont dit, ah oui, mais bon, si tu ne réponds pas aussi, ton silence peut être interprété comme un aveu de culpabilité. Donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais sinon, cette affaire est très simple. Hein. Voilà. D'abord, c'est même pas en 2017, c'est en 2016. Donc ça fait, vous voyez, on est en 2025, ça fait 9 ans que j'ai cet audio-là. Je vous raconte l'histoire rapidement pour que vous compreniez. Parce j'ai écouté ces trucs-là, ces élucubrations. Il m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, monsieur Bonnet, j'ai mon père qui est malade, mon père est à Danané, il est très malade, je voudrais le soigner, j'ai pas les moyens. J'ai dit, c'est combien? Il dit 12 000 euros. Il dit, ok. Et donc, qu'est-ce que vous attendez? Bon, si vous pouvez m'aider pour le soigner, j'ai dit, mais je fais comment? Il dit, non, bon, je suis en Finlande, si vous pouvez m'envoyer de l'argent. J'ai dit, mais... Votre père, Danané, ça n'a pas de sens de vous envoyer de l'argent en Finlande, et puis vous allez lui envoyer. Et puis, c'est là que la communication s'est coupée. Donc, il a rappelé encore, parce que le réseau n'était pas très bon, il a rappelé encore pour me parler de ça. Goli, attends, s'il te plaît. Pardon, viens le prendre. Assieds-toi, j'arrive, assieds-toi. Assieds-toi, pardon. Pardon, bon, viens. Viens, arrête de pleurer. Viens, assieds-toi. Voilà, c'est bon. Et donc, il m'a rappelé encore. Et puis, je lui ai dit, non, ça, je ne peux pas.
Donc, il me dit, bon, ce qu'on peut faire, je peux vous donner le numéro de ma sœur. Non, voilà. Donc, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, je peux envoyer une contribution à votre père directement. Et puis, bon, il va se soigner. Ou s'il y a des ordonnances à payer, vous me dites, je vais, je vais, je vais envoyer de l'argent pour payer les ordonnances. Et puis, bon, ça va être réglé. Il dit, non, non, je préfère que vous envoyez l'argent à ma sœur, voilà son numéro de téléphone, parce que mon père, bon, il va être gêné de savoir que c'est quelqu'un qui l'aide et que c'est pas son fils et tout ça. Donc je dis, bon, si c'est ça, si ce n'est que ça, c'est pas un problème. Ton père va pas savoir que c'est nous qui l'aidons, voilà. Donc c'est bon, c'est là qu'il m'a dit, ah merci, 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 et puis bon, voilà. Donc vraiment c'est pas grand chose quoi, hein, mais alors qu'après ils viennent raconter sa vie pour dire que moi les gens disent il a demandé l'argent à son père, je l'ai pas défendu, mais je vais le défendre pourquoi? Je vais le défendre pourquoi? Je vais pas le défendre parce que la réalité c'est qu'il a demandé de l'argent. En tout cas, moi, il m'a demandé de l'argent. Je n'ai pas l'habitude de venir mentir sur la toile, quoi que ce soit. Quand je dis des choses, je dis des choses. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai enregistré. Moi, je n'enregistre jamais mes conversations avec les gens. Mais comme je connais l'individu, je connais sa mentalité. D'ailleurs, il se faisait appeler archiviste. C'est pour ça que j'ai enregistré ça. La preuve, on a eu 3 conversations. La première s'est coupée, la deuxième s'est coupée, c'est la troisième. Je me suis dit, ah, attends, il faut enregistrer. Et c'est pour ça que j'ai enregistré. Donc, vous n'avez pas eu le début. Et c'est pour ça que quand vous avez la troisième partie là, c'est que n'ont pas compris. Voilà, la troisième partie, voilà, quand je dis bon, vous n'avez dit demandé à votre petite sœur de m'appeler, elle a mon numéro de téléphone. S'il y a quelque chose à lui remettre, c'est à elle qu'on va remettre. C'était ça en fait. Mais si vous n'avez pas suivi le début, c'est difficile à comprendre. Mais bon, c'est pas grave. On est passé à autre chose. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Alors. La route qui relie Bonaouin à Boaké en passant par Ara, Kotobi, Andé est dans un état de dégradation très avancé. Je confirme, j'ai pris cette route-là il y a un mois. Il y a un mois. Il y a un mois. Attends. Va prendre des biscuits. Va prendre des biscuits. Tu veux des gâteaux? D'accord, va prendre des gâteaux. Donne-lui les gâteaux, du yaourt. Ok. Thiam pourrait-il assumer une bonne alternance? Oui, Thiam c'est quelqu'un de très compétent. En tout cas, moi je travaille avec lui. C'est quelqu'un de très compétent, qui sait s'entourer également de gens compétents. Donc oui, je pense que il ferait un très bon président de la République. Le conseil régional de San Pedro, ah, zut, j'ai pas vu. Que pensez-vous du front commun entre PPACI et PDCI? J'ai déjà répondu à cette question. Que pensez-vous de Sotok et KDS? Alors, dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, on va faire une conférence de presse parce qu'on a pris un avocat qui travaille ce dossier-là. C'est un dossier qui est très sensible, donc je ne vais pas en parler. Mais sachez que dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, nous allons faire... Tiens, Tu veux pas? Bon, attends. Excusez-moi. Tiens. Voilà. Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, on va faire une conférence de presse parce qu'il y a des choses louches dans ce dossier-là. Voilà. 4DS a fait disparaître des voitures. Et on se demande comment cela a pu être possible. Parce que nous, on les a tracés. Mais je ne veux pas en dire plus. On va engager un certain nombre de négociations avec l'État. Et si ça n'aboutit pas, on va décrier tout ce que nous avons constaté d'anormal dans ce dossier-là. Voilà. Mais sachez que nous avons 2 avocats, Maître François Serre et Maître Amani, qui travaillent dessus. Comment vous trouvez la posture de M. Afi? J'ai déjà répondu à cette question. Quels sont vos rapports avec Steve Biko? Aucun rapport. Pourquoi vous ne faites plus de politique? Je fais plus de politique parce que je trouve que le niveau de la politique en Côte d'Ivoire est trop bas. C'est trop personnalisé.
Voilà, c'est trop. Ce sont des querelles de personnes. Tu vas jamais voir des gens en train de faire des débats sur la sécurité, sur le PIB, sur la croissance, sur le chômage, sur la cherté de la vie. Voilà, on est dans les... Voilà, Gbagbo a dit, lui là il a dit, lui là il a ceci, lui là ne parle pas ceci, cela. Donc moi j'ai pas ma place dans un tel dans un tel environnement politique. Voilà, moi j'aime les débats programmatiques, j'aime les échanges d'idées, les confrontations d'idées, et malheureusement je ne retrouve pas ça. Voilà. Quand vous écoutez Kevin Gbagbo, moi le fils de Koudou, est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'ils me connaissent même? Ça, c'est pas de la politique. C'est du théâtre. Voilà. Moi, j'ai envie de voir des gens qui débattent d'idées et qui apportent une plus-value à la Côte d'Ivoire, au développement, à la croissance économique. C'est des choses comme ça que moi, qui m'excitent. Mais là, le niveau où on est là, quand Thiam parle par exemple de... Thiam parle de... comment ils appellent ça, d'indice de développement, oui, ça me parle. Voilà, j'aime discuter ce genre de choses-là. Mais bon, voilà. Lui là, il parle pas, et lui là, bon, on n'a pas cité le nom de Blé Goudé. Si on cite le nom de Blé Goudé, voilà à quoi on veut réduire la politique en Côte d'Ivoire. Donc j'ai préféré vaquer à d'autres occupations, aider les gens que je peux aider à travers mes réseaux, à travers mes relations. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant que ce cirque auquel qu'on nous impose. Avez-vous des infos concernant l'affaire Bakary Komé? Non. Quels sont les 5 meilleurs ministres du gouvernement? Les 5 meilleurs... Non, je sais pas, j'ai pas fait de classement. J'ai pas fait de classement, mais par contre, je peux dire que le ministre de la Sécurité me laisse sur ma faim. Voilà, pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà dit, en Côte d'Ivoire, la police municipale fait n'importe quoi. Le ministre de la Sécurité est informé de ça. Le ministre de la Sécurité est informé de ça, mais il ne fait strictement rien. En Côte d'Ivoire, le prix des thèmes, des services administratifs sont différents d'une sous-préfecture à une autre. On a rapporté ça au ministre, c'est pas son problème. La police municipale dresse des contraventions code de la route, ce qui est hors de son domaine de compétence, le ministre ne dit rien. Donc pour moi, clairement, ce ministre-là, il n'est pas à la hauteur. Il n'est clairement pas à la hauteur. Voilà. À côté de ça, vous avez des ministres qui tiennent bien leur portefeuille. C'est le cas du ministre de la Défense. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui sécurisé. Si on voit un peu ce qui se passe on voit ce qui se passe autour de nous, hein. On voit ce qui se passe autour de nous. On peut être fier du travail que notre ministre de la Défense fait. Donc voilà. Donc je veux pas faire de jaloux. Ça, je donne deux exemples, mais il y a des ministres qui clairement sont pas à la hauteur. Voilà. On a dû les mettre à ces postes-là par récompense. C'est tout. Autre déception, ce sont les ministres-gouverneurs. Moi, j'étais très enchanté quand on a créé ce concept de ministre-gouverneur. Je me disais, bon, on allait donner le budget qu'il faut. Ce serait des pôles de développement régionaux. Mais, en réalité, c'est des coquilles vides. Alors, selon vous, qui ferait un bon président après le Prado? Je vais regarder les programmes de développement des uns et des autres. De toute façon, je ne fais plus la politique, ça ne veut pas dire que je ne vais pas voter. Je vais regarder les programmes de développement des uns et des autres. Et puis, lors de la campagne, je dirai pour qui je m'engage et pour quelles raisons je m'engage pour telle ou telle personne. Voilà, ce sera mon choix. Voilà. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais je ne vais pas dire telle personne ferait chose. Un bon candidat simplement parce que il est X ou il est Y. Non. Je juge par rapport au programme de gouvernement que les uns et les autres vont proposer, et surtout la crédibilité. Parce que comme je vous ai dit, chacun peut dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ensemble, on va gratter et puis on va déconstruire les programmes mensongers, les programmes populistes, les programmes manipulateurs. Voilà. Par contre, les programmes sérieux, on va les applaudir parce qu'on sait qu'ils peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce moment-là que je dirais,
après avoir parcouru les différents programmes et les projets de société des uns et des autres, je m'engage, en tout cas je ne m'engage pas politiquement, mais moi j'appelle mes partisans à voter pour telle personne. Voilà. Euh, que pensez-vous de la posture de Charles Blé Goudé? Il a une très bonne posture, il a une très bonne posture, il est calme, il est serein. Bon, le Charles Blé Goudé qu'on a connu à l'époque et celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est quelqu'un qui m'impressionne par sa sérénité, par sa maturité politique. Êtes-vous de la société civile ou soutien à certains... Bon, il vous suffit d'être sur ma page pour répondre à cette question. Arrobase le vrai, j'ai déjà répondu à ta question. Quel est votre commentaire? Que pensez-vous des revendications de primes des fonctionnaires? Je ne me suis pas vraiment penché sur cette question-là. Je ne me suis pas vraiment penché sur cette question. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va falloir y travailler parce que dans mon idée à moi, c'est qu'on ait une caisse. Une caisse où on ait une certaine parafiscalité qui alimente une caisse commune. Or, en l'état actuel, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, les agents des impôts ou du trésor, ils ont leur caisse. Tout je dirais, les plus-values qu'ils apportent sont versées dans cette caisse-là, notamment au niveau des contrôles fiscaux, etc. Et c'est ça qui se repartissent. Donc, si on a une caisse commune, cette caisse-là doit être partagée de façon équitable à tous les fonctionnaires. Il ne doit pas avoir des fonctionnaires qui soient lésés par rapport à d'autres parce qu'ils servent tous la nation. Et donc, il faut réfléchir à ce mécanisme-là, mais il faut le doubler également d'un critère de performance. C'est ça qui manque dans l'administration ivoirienne. Voilà, le critère de performance. Voilà, avec des... Qu'est-ce que tu veux? Non, après. C'est... Que pensez-vous du cas de Bouga Sako? J'ai déjà répondu à cette question. Que pensez-vous de l'article 48 du Code de la nationalité? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai consacré mon premier article sur cet article-là, mon premier post sur cet article date de 2019. J'en ai fait un autre en 2021, en 2022, en 2023, en 2020. Chaque année, j'ai fait un post dessus pour dire que si en 1961, cet article-là se justifiait, aujourd'hui, cet article ne se justifie plus du tout. Compte tenu du brassage, compte tenu de la facilité qu'ont nos compatriotes à s'installer ailleurs, le nombre de binationaux, cet article ne se justifie plus, donc il faut le supprimer. Il faut le supprimer. Par contre, ce qu'il faut garder, c'est celui qui veut être président de la République ou même député, simple député, doit être exclusivement ivoirien. Ça, par contre, je suis d'accord. Voilà, on ne peut pas être binational et être député ou président de la République, non. Mais par contre, bon, le gars qui est venu en France en étant français parce qu'il a épousé une Française, ça lui permet d'avoir un certain nombre d'avantages, pourquoi on va l'en priver, hein? Surtout que cette loi-là se retourne contre les Ivoiriens. Je donne un exemple. Je suis marié à une Américaine, nous avons des enfants, ma femme américaine décide d'être devenir ivoirienne, ça ne lui pose aucun problème. Elle deviendra ivoirienne, mais elle garde sa nationalité américaine, elle ne paie pas sa nationalité. Mais moi, le jour où je décide de prendre elle sa nationalité, alors je paie ma nationalité ivoirienne. Donc ma femme a acquis la nationalité ivoirienne par rapport à moi, mais moi je suis plus ivoirien, elle est ivoirienne, et moi j'ai perdu ma nationalité ivoirienne. Vous voyez que c'est absurde. Donc non, il faut... Arrête. Il faut revoir ça. Voilà. C'est une loi que le PDCI a mis en place, mais qui est dépassée. Le FPI n'a rien fait pour changer cette loi. Le PDC, le RDN et le RHDP également n'a rien fait. J'espère que lors la prochaine présidentielle, hein, après octobre, les députés vont se pencher sur ça et puis faire en sorte que
cette loi-là saute. Voilà, parce que ça n'arrange pas. J'ai vu un grand meeting du RHDP à Paris. Il y avait des milliers de personnes. Je me suis demandé, tous ceux-là, ils sont électeurs. Ils sont vraiment électeurs. Il faudrait que, si on veut appliquer cette loi-là, que la commission électorale puisse croiser le fichier des Ivoiriens inscrits à notre ambassade avec celui du ministère de la Sécurité, pour voir par exemple ceux qui viennent en Côte d'Ivoire avec des passeports étrangers et qui soient retirés de la liste électorale. On serait plus logique avec nous-mêmes. Voilà, donc ça sert à rien d'avoir des milliers d'électeurs à l'étranger alors qu'ils sont même pas ivoiriens. Ils sont plus ivoiriens en tout cas. Euh, alors, que pensez-vous de la politique de décentralisation, notamment donnée à Yamoussoukro, l'allure d'une vraie capitale politique? C'était une promesse de campagne du président de la République. Cette promesse n'a pas été tenue. Malheureusement, elle aurait permis de désengorger Abidjan. C'est dommage. Bon, je sais pas si apparemment il n'y a plus d'autres questions. J'aurais voulu que certains appellent pour... Arrête, je suis occupé. J'aurais voulu que certains appellent pour qu'on ait des discussions en direct, mais bon, j'ai pas reçu d'appel. C'est pas bien grave. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci, chers amis, d'avoir suivi ce direct-là. J'espère avoir répondu à vos questions en toute honnêteté. Et régulièrement, je viendrai vers vous pour échanger avec vous sur l'actualité, vous dire mes sentiments et mes ressentiments. Voilà. Allez, bonne soirée.